Il est 20 h à Abidjan. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche 14 janvier. On vous invite à faire un tour sur l'autoroute du Nord pour voir les nouvelles dispositions prises pour faciliter le trafic aux différents postes à péage. L'objectif est de réduire le temps des automobilistes sur cette voie. Une voie qui nous conduit à l'intérieur du pays, mais nous allons choisir la destination de Boundiali à cause d'un bâtiment colonial aujourd'hui, seul vestige de la ville, seule marque du passage des colons dans la région de la Bago. Hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, ce regain de tension au Kasaï, des hommes armés ont attaqué des militaires congolais ce dimanche. Bilan, 4 soldats tués. Deuxième jour du CHAN, championnat d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire battue ce soir par la Namibie 1-0 à la dernière minute. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. De nouvelles dispositions ont été prises pour faciliter le trafic sur l'autoroute du Nord. Il s'agit de nouveaux modes de paiement et de passage. L'objectif est clair. Il s'agit de réduire le temps d'attente des usagers aux différents postes à péage, nous dit Mamadou Kouassi. Les week-ends, les postes à péage installés sur l'autoroute du Nord enregistrent de gros bouchons. Des bouchons dus à l'affluence de véhicules. En visite sur ces postes, le directeur général du FER, Fonds d'entretien routier, annonce de nouvelles mesures afin de soulager les automobilistes. L'innovation, c'est que nous aurons des voies réversibles. Selon le sens accru de circulation, des voies supplémentaires de péage seront ouvertes pour permettre effectivement une certaine fluidité, une aisance et un temps minimum dans les postes de péage. Lansine Diaby annonce également un projet de modernisation de ces deux postes à péage. Nous avons des équipements aujourd'hui vétustes dans les deux postes de péage qui vont être remplacés. Au-delà de ces changements, nous aurons le télépaiement, ce qui va conduire à une bonne gouvernance en essayant d'électroniser les paiements au poste de péage. En visite d'inspection sur l'autoroute du Nord, le directeur général du FER et son équipe ont noté des anomalies qui constituent de véritables dangers pour les automobilistes. Toutes les entreprises installées dans l'emprise de l'autoroute, pour lesquelles nous allons observer des sorties sauvages, seront incessamment convoquées pour que nous puissions ensemble examiner les modalités de circulation de leurs engins. Avec les sapeurs-pompiers en charge des secours sur l'autoroute du Nord, Lansine Diaby a parlé de dons d'ambulance de grande capacité dans les semaines à venir. Doléances faites par le responsable du centre de secours et d'urgence de Nzianoua. Les campagnes de sensibilisation feront bientôt place à la répression avec la vaste opération de sécurisation de l'autoroute du Nord. Une opération qui verra la réparation de plusieurs imperfections. Tout ceci pour l'amélioration des conditions de voyage des usagers. Et ce sont 300 000 véhicules qui circulent chaque jour à Abidjan, soit 82% du parc automobile de Côte d'Ivoire. Mais où se garer? Comme solution, des parkings payants sont proposés par des municipalités. Mais entre solutions payantes et les contraventions, certains automobilistes crient à l'abus. Une enquête de Didier Guessin et Christelle Menat. Se garer dans certaines communes d'Abidjan, un cauchemar pour les automobilistes et les piétons. Parking, trottoirs, accotements, terre-plein et même la chaussée sont pris d'assaut quand ils ne sont pas occupés par des commerces ou des gares illégales. Des dispositions légales existent pourtant. La loi nous dit que tout véhicule en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. Il doit être rangé sur l'accotement de manière à dégager le plus possible la chaussée. La gestion du stationnement relève des mairies. Des parkings municipaux voient le jour, mais les initiatives ne s'arrêtent pas là. La gestion des parkings municipaux, c'est de plus en plus l'affaire de prestataires privés à Abidjan. Attribuer des places aux entreprises, gérer au quotidien les parkings payants, c'est le cahier de charges dicté par la mairie. Bonsoir monsieur, bonne arrivée. S'il vous plaît, le stationnement ici il est payant, c'est 200 francs 1 heure. Et au-delà d'1 heure, c'est 100 francs qui s'ajoutent à chaque tranche.
C'est à votre tour qu'on paye. Après, on va venir relever votre Payer matricule. pour stationner, l'idée ne plaît pas à tout le monde. Ça répond à quoi? Si ça peut contribuer, je veux dire, au développement, il n'y a pas de souci. Voilà, mais avec les mentalités qu'on a aujourd'hui, qu'on rencontre, qu'on voit, payer de l'argent, c'est déjà irritant, quoi. Conan est Parker. Il fait partie des 200 employés du concessionnaire. Contrôleurs, remorqueurs, agents de recouvrement ou agents de sabot, ils sont salariés ou contractuels. C'est des investissements que nous faisons pour construire ces parkings-là, pour aménager donc ces parkings-là. Et donc, le fait payant, je ne crois pas que ça soit un frein, mais plutôt une manière à nous de faire en sorte que le développement soit une réalité en Côte d'Ivoire. 3 000 francs CFA le mètre carré. C'est le prix à payer par une entreprise pour s'offrir un des 450 parkings de cette commune commerciale. 12 autres parkings payants sont aussi à disposition des automobilistes. Un flux moyen de 600 véhicules par jour. À Abidjan, stationnement rime souvent avec sabot, l'épouvantail des automobilistes. Sinon, c'est interdit de... D'accord, je m'excuse, je ne savais pas. Je peux avoir la pièce du véhicule. La contravention qu'il faut payer. La contravention fait 10 000. 10 000 francs CFA qui iront tout droit dans les caisses de la mairie, en principe. Si vous garez sur un espace où vous ne devez pas garer, vous êtes en infraction. Puisqu'il y a une contravention qui est prévue par la délibération des taxes, vous acquittez de cette contravention et puis nous libérons tout simplement votre véhicule. En 2005, la Cour suprême a donné raison à une automobiliste qui refusait de payer une amende de 20 000 francs à une municipalité pour mauvais stationnement. Cette décision peut faire jurisprudence. En prenant un arrêté pour sanctionner le stationnement et infliger une amende de 20 000, alors qu'aucun test ne fixe une amende de 20 000, le maire a abusé de son pouvoir. Parce que le code de la route a été pris par décret présidentiel. Donc un arrêté municipal ne peut pas avoir des dispositions qui soient plus sévères que le décret. C'est un problème de hiérarchie. En cas de mauvais stationnement, le code de la route prévoit une amende allant de 500 à 2000 francs CFA maximum, selon la gravité de l'infraction. Le permis de conduire pourra être suspendu et retiré, le véhicule immobilisé et mis en fourrière. Le code pénal, lui, oblige tout contrevenant à un arrêté municipal à payer entre 5 000 et 50 000 francs CFA ou à subir une peine d'emprisonnement de 10 jours. Autre déboire en matière de stationnement, les gares municipales. L'intérêt des transports communaux pour les populations est indiscutable. Sauf que les désagréments pour la circulation routière sont nombreux. Les transporteurs s'organisent donc. Monter ici. Par contre, d'arriver à la voiture, mettez-vous à rang. Je veux voir moins 5 voitures, sur moins 6 voitures. Marcory, carrefour du cinéma magique. Ici, chaque jour, une centaine de véhicules stationnent quelques minutes, le temps de charger les clients, 8 places de stationnement pour une centaine de véhicules de passage. Conséquence, le trottoir est converti en parking. Pour avoir le droit d'exercer dans la commune, chaque transporteur paie une taxe de stationnement mensuelle à la trésorerie municipale. Bon, les taxes à payer, là, ça c'est bon. Au niveau de la mairie, si une voiture arrive, il faut payer ta carte de stationnement. Ça coûte au moins 65 000. Dans la commune du Plateau, les transporteurs n'ont pas à s'acquitter de cette taxe. Ici, les gares municipales ne sont pas autorisées. On s'est organisé pour faire une association pour qu'on puisse être tranquille, pour travailler en harmonie avec les usagers comme avec la mairie. En contrepartie, les syndicats communément appelés Nyambro sont interdits dans la cité des affaires. Bien garé. La gare suppose beaucoup de choses. La gare suppose le paiement des taxes d'occupation de domaine public. La gare suppose la perception des taxes. Nous parlons de point de départ et de point d'arrivée. Il n'y a plus de place pour le stationnement dans la commune du Plateau. Seulement 1000 places de parking. La Cité des Affaires accueille en moyenne 2 millions de travailleurs chaque jour. Les entreprises déboursent 4 000 francs CFA pour 1 mètre carré de parking. L'offre est inférieure à la demande. Les entreprises délocalisent. On a à peu près une trentaine d'entreprises qui ont délocalisé depuis 2005 en raison donc des difficultés pour leurs clients d'accéder à des espaces de stationnement. Pour les entreprises et les transporteurs, comme pour les usagers, le coût du stationnement varie d'une commune à une autre. Le potentiel existe, il est financier, mais surtout social.
Près de 300 jeunes ont été insérés grâce au projet e-parking dans les communes de Marcory et du Plateau. Il y a un concours organisé par le Centre des jeunes dirigeants pour trouver les meilleurs projets de start-up. En fait, c'est une plateforme au service des entrepreneurs qui aide au financement des jeunes porteurs d'idées. Une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie. Nadia Edia et Franck Quadio. Un pas de franchi pour ces 3 porteurs d'idées. Leur start-up, jeune entreprise à fort potentiel sélectionnée pour la grande finale du grand concours Pitch Hub Africa. La valorisation de la culture africaine chez l'enfant, une application numérique sur l'artisanat et des stratégies pour booster la cuniculture ou l'élevage de lapins. Des idées qui ont séduit le jury d'experts internationaux. Les participants, au nombre de 13, ont eu chacun 5 minutes pour défendre leur projet. C'est une plateforme qui a pour vocation de connecter les entrepreneurs du continent et les investisseurs. Tous les projets qui sont venus étaient des projets pour nous gagnants, puisqu'ils vont repartir avec accès à nos partenaires et donc faire grandir et améliorer leurs projets. Prochaine étape, la grande finale pour l'obtention de financement. Une opportunité à saisir. Les différents partenaires de cette compétition nous ont promis pas mal de choses qui sont assez intéressantes pour des jeunes entrepreneurs, de l'accompagnement et aussi la possibilité d'être incubé et aussi d'aller au Maroc pour pouvoir compétir avec les autres des différents pays africains. Pour Andy Max Ableyi, l'organisateur de l'étape ivoirienne, il faut multiplier ce type d'activité. Cette année, nous avons décidé de travailler sur l'employabilité des jeunes, c'est-à-dire que nous allons permettre à des jeunes, des étudiants, des élèves de côtoyer le monde des entreprises. Et cela, nous essayons de corriger ça. Rappelons que le pitch d'Abidjan n'est qu'une étape des présélections du Hub Africa qui se tiendront dans 6 autres pays. La grande finale aura lieu les 2 et 3 mai 2018 à Casablanca, au Maroc. Économie après santé. 2017 a été une année positive pour le secteur de la santé, selon Raymond Goudou-Kofi, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le secteur a enregistré la construction de grands centres et de centres spécialisés. Pour 2018, les perspectives sont aussi bonnes pour le bien-être des Ivoiriens. Franck Quadio. L'année 2017 a été pour le secteur de la santé en Côte d'Ivoire une année positive, riche en réalisation de grandes infrastructures sanitaires. Les propos sont de la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique au cours d'une rencontre avec les structures sous tutelle et les partenaires institutionnels. En ce qui concerne donc les acquis en 2017, au plan des infrastructures et des équipements, vous avez tous cité l'achèvement des travaux et l'inauguration du CHU d'Angré, le 4e dans le genre sur Abidjan et le 5e sur la Côte d'Ivoire. Le premier institut de médecine nucléaire d'Abidjan qui est également achevé et nous restons en attente de sa validation par l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, pour l'ouvrir au public. En vue d'offrir des meilleures qualités de services aux patients, des services clés des CHU de Cocody, de Yopougon, de Trècheville et de Boaké sont en cours de réhabilitation. Autant de grands centres et de centres spécialisés inaugurés et mis en fonction pour permettre aux Ivoiriens de bénéficier de traitements adéquats ici même en Côte d'Ivoire. Pour les années à venir, les perspectives sont aussi bonnes. On parle en plus des investissements dans les infrastructures et les équipements, d'une plus grande professionnalisation des acteurs du système de santé. Que si nous arrivons à améliorer notre gouvernance au sein des structures sanitaires, il y aura moins d'attaques et des actes de violence posés sur le personnel de santé. Pour l'année 2017, plus de 3000 agents de santé, dont 271 médecins et 510 sages-femmes, ont été recrutés. Autre actualité maintenant, l'Agence nationale du service universel des télécommunications, dans le cadre du programme présidentiel des TIC, vient de doter la commune de Kong d'une salle multimédia de 26 ordinateurs. Grâce à ce projet, les populations de Kong ont désormais accès à Internet haut débit. Reportage Kader Sogodogo. Une salle multimédia tout équipée, 26 ordinateurs au total. La commune de Kong a désormais accès à Internet haut débit. Une action de l'Agence nationale du service universel des télécommunications à une suite qui s'inscrit dans le cadre du projet présidentiel des TIC. Aujourd'hui, l'objectif est vraiment de faire en sorte que les distances
soit complètement effacée et que les populations puissent, quel que soit l'endroit où elles se trouvent, échanger avec le reste du monde. Un geste bien accueilli par la population avec au premier plan la jeunesse. Merci pour cette salle, merci pour ce cadeau. Ce cadeau va remettre Kong au centre de la civilisation du Côte d'Ivoire, comme Kong l'a été en son temps. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, vous avez vu cette parabole, c'est une connexion Internet tirée directement des satellites. Donc c'est une connexion qui ne peut pas être brouillée, c'est une connexion qui ne peut pas souffrir des affres du réseau, pour dire le réseau balance aujourd'hui. C'est une connexion pure. Un projet qui a abouti grâce aux efforts du conseil municipal de Kong. Cette mairie multiplie les actions pour permettre à la commune de se moderniser. Après Internet, bientôt la municipalité va inaugurer son tout premier marché moderne. Les travaux ont démarré et avancent bien. Nous avons bon espoir qu'au mois de février, sur la base de ce que nous venons de voir, que le marché puisse effectivement être livré. Je pense que ceci sera un soulagement important pour nos parents, parce qu'actuellement, le site qui abrite le marché actuel est un site qui est complètement dépassé. En cette année 2018, la commune de Kong entend continuer ses efforts, surtout son désenclavement à travers des voies d'accès bitumées. Vulgarisation des TIC en Côte d'Ivoire, l'Agence nationale de services universels des télécommunications et l'Association nationale des blogueurs de Côte d'Ivoire mènent des actions sur le terrain. Une caravane dénommée École du blog et d'initiation à l'usage des TIC pour la production des contenus locaux sillonne le pays depuis le 4 janvier dernier. L'étape de Beomi avec Soro Corona, commentaire Kader Sogodogo. La caravane École du blog et d'initiation à l'usage des TIC, technologies de l'information et de la communication pour la production de contenus locaux se poursuit à travers le pays. Pour la deuxième étape, c'est la commune de Beomi qui a vu 250 personnes formées à l'utilisation d'Internet. Par cette caravane, l'ANSUT, Agence nationale du service universel des télécommunications, veut former et éduquer les populations à l'utilisation quotidienne de l'Internet afin de découvrir et profiter des avantages et opportunités qu'offre le numérique. Il s'agit en fait de vulgariser l'usage des TIC auprès des populations, auprès de la communauté rurale, le plus largement possible. L'ANSUT est accompagnée dans cette caravane par l'Union nationale des blogueurs de Côte d'Ivoire. Ainsi, avec les outils de base des TIC, notamment l'ordinateur, plusieurs métiers sont disponibles en toute légalité. Le blogging, le digital management, le web entrepreneuriat, le métier d'analyste programmeur. Nous parlons de l'initiation basique à l'utilisation d'Internet, l'utilisation des services de Google, de même que l'entrepreneuriat via le web. Débuté le 4 janvier, l'école du blog et d'initiation à l'usage des TIC prend fin le 22 janvier prochain avec l'étape de San Pedro. Ce sont au total 1000 personnes qui seront désormais capables de produire des contenus locaux avec Internet. On s'intéresse à votre magazine du dimanche. Invitée Irielou Colette, présidente de la Fédération nationale des sociétés coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire. Elle vient de mettre sur pied un projet dénommé Programme d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire. Hamza Diaby a échangé avec Irielou sur le sujet. Extrait. Je pense qu'à travers ce programme, beaucoup d'enfants vont avoir du travail. Parce que le domaine de l'agriculture, il y a encore beaucoup d'emplois qui n'est pas forcément, il faut connaître le papier pour être là. Donc, ce qui incarne aujourd'hui le programme PAPSA, nous avons la transformation, nous avons des usines à construire, nous avons des marchés, nous avons l'installation sur 50 000 hectares en Côte d'Ivoire ici, où au moins 70% de ces installations seraient les produits irrigués. Et ça, ce n'est pas moi qui va le faire. Toutes ces machines qui vont travailler, ce sont nos enfants qui seront formés, qui vont travailler dans tous ces champs. Donc c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a beaucoup d'emplois dans le secteur du vivrier. Et avec ce programme, je pense que d'un peu de temps, on parle de la prise de pauvreté en Côte d'Ivoire. On pourra produire hors saison, vous avez les 50 000 hectares, c'est pas... Parce qu'il faut moderniser aujourd'hui le secteur vivrier. D'accord. Et c'est là que nous sommes en train de partir. Et toutes ces usines de transformation des tomates, sésame, maïs, le riz, le manioc,
la tomate, mangue. Je pense que le vivrier va prendre le devant. C'était là un extrait du magazine du dimanche qui avait pour invité Irielou Colette, présidente de la Fédération nationale des sociétés coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire, qui vient de donner vie au projet d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire. Le deuxième titre de ce journal nous emmène à Boundiali. Là-bas, il existe un bâtiment colonial, seul vestige de la ville. Le bâtiment évoque encore les souvenirs du passage des colons dans cette partie de la Bagoué. En 2010, le même bâtiment aurait servi au préfet de Boundiali. Aujourd'hui, le bâtiment est à l'abandon. Mais pourquoi? Notre reporter Eugène Atoubé s'est rendu sur place pour mieux comprendre. Regardez. Boundiali, ville dynamique, ville prospère. Loin du tintamarre de cette cité au pittoresque charmeur, se dresse dans l'indifférence totale une vieille bâtisse. Nous sommes au quartier résidentiel. On se surprend de voir que cette bâtisse, imposante à l'architecture coloniale, est prisonnière des broussailles, signe de son abandon. Renseignement pris, nous découvrons que l'endroit était la résidence du préfet de Boundiali, mais anciennement la résidence de l'administrateur colon. Les anciens de Boundiali, témoins de cette époque, en parlent avec beaucoup de nostalgie sur le temps consacré à l'amertume. Tant colon, c'est le sous-préfet qui dormait là-bas. Quand nous on est petits, on venait souvent s'amuser là-bas. Le premier sous-préfet qui est venu s'appelle Bekere, c'était en 1958. La résidence déjà était hors de la ville. Ça déjà c'était un mystère. Et puis bon, venir à la résidence c'était un événement. Et j'avoue que quand vous venez, vous ne tenez pas sur vos pieds, vous venez tout tremblotant. Parce que vous ne savez pas si on allait vous arrêter, si en tout cas vous allez être sanctionné. Et c'était un chef-d'œuvre. Nous poussons la curiosité jusqu'à pénétrer dans le patio de cette bâtisse. Une immense cour avec de nombreux manguiers dont personne ne semble s'occuper. Le rez-de-chaussée de ce bâtiment, de type R+1, tout aussi immense, renseigne sur le niveau social de son propriétaire, autant que son aspect extérieur, où la pierre est bien présente dans la structure, l'étage identique. On y découvre des traces de travaux de réhabilitation, comme vu aussi au rez-de-chaussée, lesquels visiblement n'ont pu aller à leur terme. Après l'accord justement de Ouaga où l'administration devrait être redéployée, le gouvernement de l'époque a justement attribué le marché à un entrepreneur qui a démarré les travaux, et malheureusement qui a été défaillant. La procédure de retrait et de réattribution, elle n'a pas pu être faite et le bâtiment est resté et est en train de tomber en ruine. Ce qu'on aurait pu résoudre hier avec moins de 100 millions, aujourd'hui nous nous trouvons à plus de 100 millions pour la réhabilitation. Et aujourd'hui, ils sont nombreux à Boundiali à s'interroger encore sur le sort de cet ouvrage qui porte en lui un pas important de l'histoire de cette localité. Le domicile du préfet, c'est une fierté pour tout Boundialika. On est tous vraiment désolés de constater que c'est à l'abandon. Quoique abandonnée, l'ancienne résidence de l'administrateur colon de Boundiali trône toujours avec la même majesté. Les Boundialika, des anciens aux plus jeunes, s'accordent pour dire que c'est le seul vestige colonial qui rattache encore les peuples Ténéoulé et Bateau de Boundiali à leurs souvenirs du temps passé. Et pour retracer l'histoire de l'esclavage, le maire de la ville de Bordeaux, Alain Juppé, a construit un musée. La suite avec Mamadou Kouassi. Entre le 15e et le 19e siècle, près de 12 millions d'Africains furent déportés sur les côtes américaines. Un véritable commerce en 3 continents, à savoir l'Afrique, l'Europe et l'Amérique. La ville de Bordeaux, située au sud de la France, a été un carrefour important dans ce commerce triangulaire pour le compte du continent européen. Les produits servant d'échange avec les esclaves transitaient par cette ville, ainsi que les fruits des efforts de ces esclaves dans les champs sur le continent américain. Bordeaux était l'entrepôt de l'Europe. Toutes les denrées coloniales, quantité de denrées coloniales, transitaient par Bordeaux avant de gagner Londres, Amsterdam ou Hambourg. Et de la même manière, beaucoup de denrées arrivaient de toute l'Europe qui repartaient destinées à alimenter les colons installés dans les colonies. Cette position a beaucoup contribué au développement de plusieurs villes européennes, dont Bordeaux,
qui jouit aujourd'hui des retombées de ce commerce jugé honteux. La plupart des infrastructures qui font la fierté de la ville de Bordeaux sont le fruit de cette traite négrière. Et les efforts de ces Africains sont reconnus aujourd'hui, d'où l'ouverture d'un musée retraçant l'histoire de cette page noire du continent africain. Une reconnaissance du maire Alain Juppé, avec l'implication de la diaspora dans la valorisation des retombées. L'arbre, avant de grandir, puise sa source dans la terre nourricière. On ne peut pas vouloir avancer si on ne sait pas notre histoire. Donc il était important pour nous, en tout cas issus des diasporas, de nous battre auprès d'Alain Juppé qui a toujours eu cette volonté-là de faire avancer les choses, de pouvoir réaliser, on va dire, ce musée. Le musée de Bordeaux retrace toute l'histoire de la traite négrière, des premiers bateaux qui ont accosté sur le continent africain, en passant par la vie de ses esclaves sur le continent américain. Les productions de canne à sucre et les champs de café. Dans ce musée, l'on peut retrouver les extraits de naissance de certains esclaves installés sur des territoires français et sur le continent américain à l'image d'Haïti, de la Guadeloupe et de la Martinique. On y trouve également des produits des terroirs ivoiriens. On estime à environ 4000 le nombre d'Africains ou d'Antillais installés en Aquitaine au XVIIIe siècle. Beaucoup d'entre eux étaient esclaves, mais des esclaves domestiques. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Badama, de passage dans ce centre de recherche, s'est réjoui de cette richesse dont pourraient s'inspirer les chercheurs ivoiriens dans le cadre de l'élaboration de la route de l'esclave. Si les Européens, qui eux-mêmes ont été des acteurs principaux de l'esclavage, reconnaissent leur place et leur rôle, pourquoi nous, Africains, devons nous taire, continuer de nous taire sur notre rôle, notre complicité et notre contribution à l'esclavage? C'est donc la problématique. Et il était bon que nous venions ici à Bordeaux pour nous informer, pour voir comment le musée d'Aquitaine est structuré, pour que nous puissions enrichir nos musées et notre route de l'esclave. Si ce commerce continue de faire des heureux sur d'autres cieux, il était l'une des pires histoires du continent africain, de par la pète de ses bras valides. Championnat d'Afrique des Nations CHAN 2018, la Côte d'Ivoire vient de rater sa première sortie ce soir. Les éléphants ont affronté la Namibie devant un maigre public. Score 1-0 pour la Namibie. Des hommes armés ont attaqué des militaires congolais ce dimanche près de l'aéroport au Kasaï. Ils ont tué 4 soldats d'après des témoins. C'est un nouveau signe d'un regain de tension dans cette région du centre de la République démocratique du Congo. Et qu'est-ce qui a marqué le reste de l'actualité à l'étranger en 7 jours? On fait le tour du monde avec Alexis Ouedraogo. Le Parlement sud-africain a annoncé qu'il allait étudier une procédure de destitution du président Jacob Zuma sur instruction de la Cour constitutionnelle. La Cour reproche à l'Assemblée nationale de ne pas avoir demandé de compte au président sud-africain dans le scandale sur sa résidence privée et l'utilisation d'un peu plus de 15 millions d'euros d'argent public pour rénover sa maison. Le ministère américain de la Sécurité intérieure a annoncé la suppression d'un statut spécial qui protégeait quelques 200 000 Salvadoriens résidant aux États-Unis. Un statut instauré en mars 2001 pour les victimes de 2 tremblements de terre dans le pays qui avaient fait un peu plus de 3 000 morts. Des responsables de la communauté aux États-Unis et des élus ont dénoncé cette abrogation, estimant que le Salvador ne peut à l'heure actuelle absorber cette vague de retour. Les armées du Nigeria, du Cameroun, du Tchad et du Niger ont lancé une offensive contre le groupe djihadiste Boko Haram dans le bassin du lac Tchad et dans la forêt de Zambiza. Cette opération vise les points stratégiques de Boko Haram et fait intervenir les armées de l'air et de terre. Alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Europe, 48 migrants maliens ont trouvé la mort dans les eaux de la Méditerranée. Selon les autorités maliennes, 69 autres, dont 2 femmes et 4 enfants, ont pu être secourus. Le gouvernement d'Ibrahim Boubacar Keïta a décrété 2 jours de deuil national en hommage aux victimes et exhorté les communautés religieuses à prier pour le repos des âmes. Mais voilà, après le drame, une centaine de migrants maliens ont tenté encore de rejoindre le vieux continent via les côtes libyennes. Toujours au Mali, le gouvernement va lancer une vaste opération de sécurisation dans le centre du pays, dont une partie est sous le contrôle du groupe armé djihadiste. Plus d'1 millier de militaires seront à terme déployés dans le centre. 12 000 casques bleus composent la mission des Nations Unies au Mali, tandis que la force française Barkhane, elle, compte
4000 hommes soutenus par la force conjointe des pays G5 Sahel. Après une réunion d'urgence qui a duré 4 heures, les ambassadeurs du groupe africain 54 pays à l'ONU se sont dit extrêmement choqués des propos scandaleux, racistes et xénophobes de Donald Trump. Le groupe exige rétraction et excuses et s'inquiète de la tendance continue et grandissante de l'administration américaine à dénigrer le continent africain et les gens de couleur. La Tunisie a marqué dimanche le 7e anniversaire de sa révolution dans un contexte de vive tension sociale. Dans le centre de Tunis, l'un des lieux emblématiques des révoltes, plusieurs centaines de personnes ont manifesté par groupes séparés à l'appel de partis et de syndicats pour marquer cet anniversaire de la chute de Zine El Ben Ali après 23 ans de règne sans partage. Voilà, ainsi s'achève ce 20h réalisé par Baker et supervisé par Alvorassa. Excellente soirée à tous et à très bientôt.